ma mère a essayé de m'exclure du testament de mon père, lors de la lecture. Elle voulait tout, pour elle et pour ma sœur. L'avocat a eu un sourire en coin. En réalité, Douglas avait d'autres projets. La salle de conférence sentait le cuir cher, et la vieille fortune. Je me suis assise en face de ma mère, Patricia, et de ma sœur, Madison, en les regardant chuchoter entre elles, comme des conspiratrices, lors d'un procès pour crime organisé. Papa était parti depuis 3 semaines, et c'était la première fois que nous étions réunis dans la même pièce, depuis les funérailles. Enfin, les funérailles dont elles ont pris la peine de m'informer, à peine 2 heures avant qu'elles ne commencent. Mon téléphone avait vibré, pendant une présentation au travail. Le SMS de Madison était bref. Les funérailles de papa ont lieu à 14 heures aujourd'hui, à l'église Saint-Michel. Aucune explication, sur la raison pour laquelle je n'avais pas été informé plus tôt. Aucune excuse, pour la semaine qui s'était écoulée, depuis sa mort. Juste un message froid, et clinique, qui ressemblait plus à une pensée après coup, qu'à une invitation à pleurer notre père. J'avais quitté le bureau immédiatement, les larmes coulant sur mon visage, alors que je traversais la ville en voiture, dans mes vêtements de travail. Quand je suis arrivé, le service était déjà à moitié terminé. Patricia m'a vu me glisser dans le dernier banc, mais elle n'a pas reconnu ma présence. Madison a jeté un coup d'œil en arrière une seule fois, avec une expression indéchiffrable, puis elle s'est détournée. Maintenant, nous étions ici, dans le bureau d'Harold Chen, l'avocat de papa, depuis les 20 dernières années. Harold avait des yeux bienveillants, derrière des lunettes à monture métallique, et il m'avait toujours traité avec chaleur, lors des rares fois où nos chemins s'étaient croisés. Aujourd'hui, cependant, son expression était soigneusement neutre, alors qu'il arrangeait des papiers, sur la table en acajou poli. Merci à toutes d'être venues, a commencé Harold, d'une voix mesurée et professionnelle. Je sais que c'est une période difficile. Douglas a été très précis sur ses volontés, et je suis ici pour m'assurer qu'elles soient exécutées, exactement comme il l'avait prévu. Patricia s'est penchée en avant, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre la table. Elle s'était habillée pour l'occasion, dans un tailleur Chanel noir, qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Avant que nous ne commencions, Harold, je dois aborder quelque chose d'important. Les sourcils d'Harold se sont légèrement levés. Madame Montgomery. Il s'agit du testament lui-même, a dit Patricia, en sortant un dossier de son sac à main de créateur. Vous voyez, Douglas n'avait pas toute sa tête, pendant ces derniers mois. Le stress de sa maladie, et les analgésiques qu'il prenait, ont affecté son jugement de manière significative. Mon estomac s'est noué. Je savais où cela menait. J'ai ici des documents du Dr Stevens, qui montrent que Douglas souffrait d'un déclin cognitif, à cause de son traitement contre le cancer, a continué Patricia, en faisant glisser doucement des papiers, à travers la table. Tout document légal qu'il a signé au cours de la dernière année, devrait être considéré comme invalide. Je suis prête à contester ce testament, si nécessaire. Madison a hoché la tête à côté d'elle, en ajoutant « c'est seulement juste ». Papa n'était plus lui-même, pendant les traitements contre le cancer. Nous l'avons tous vu. Harold a ramassé les documents, en les parcourant avec une expression qui ne laissait rien paraître. Le silence s'est prolongé, brisé uniquement par le tic-tac d'une horloge ancienne, sur le mur derrière lui. Je sentais mes mains trembler sur mes genoux. Si Patricia réussissait à invalider quoi que ce soit de l'année écoulée, je perdrais plus qu'un simple héritage. Je perdrais la preuve que mon père s'était soucié de moi, un tant soit peu. C'est intéressant, a finalement dit Harold, en posant les papiers. Les notes du Dr Stevens indiquent une certaine confusion, lors des ajustements de ses médicaments contre la douleur. Cependant, je dois vous informer que Douglas avait anticipé ce scénario exact. Le sourire confiant de Patricia a vacillé. Que voulez-vous dire? Votre mari était beaucoup de choses, Madame Montgomery. Mais il n'était pas idiot, a répondu Harold, avec une pointe d'acier dans la voix. Il a subi une évaluation psychiatrique complète, il y a tout juste 6 mois, avant que son traitement contre le cancer ne s'intensifie, spécifiquement pour s'assurer que sa capacité testamentaire ne puisse pas être remise en question. J'ai ces résultats ici, avec des déclarations sous serment de 3 médecins indépendants, confirmant sa totale compétence mentale, au moment où il a finalisé ce testament. Les notes du Dr Stevens, sur la confusion induite par les médicaments, sont venues plus tard, et n'affectent pas la validité des documents signés,
lorsque Douglas était manifestement lucide. La couleur a quitté le visage de Patricia. Madison a bougé inconfortablement sur son siège, ne rencontrant plus le regard de personne. Harold a continué, son ton devenant plus tranchant. De plus, Douglas a enregistré une déclaration vidéo, pour expliquer ses souhaits, et son raisonnement. Il se doutait qu'il pourrait y avoir des contestations de son testament, il a donc pris des précautions extraordinaires. Voulez-vous la regarder maintenant, ou dois-je procéder à la lecture? La lecture, a dit Patricia, à travers des dents serrées. La confiance s'était évaporée de sa voix, remplacée par quelque chose, de plus dur et de plus froid. Harold a ouvert le dossier devant lui, et a commencé. Moi, Douglas Montgomery, étant saint d'esprit et de corps, déclare par la présente, que ceci est mon dernier testament. Les premières minutes ont couvert le jargon juridique standard. Puis, Harold a atteint les parties substantielles. À ma femme, Patricia Montgomery, je laisse la maison sur Bureau de l'Âne, évaluée à environ 400 000 €, ainsi qu'une somme forfaitaire de 200 000 €, qui sera conservée dans un fonds en fiducie, et distribuée en versement mensuel d'environ 1 667 €, sur 10 ans. La bouche de Patricia s'est grande ouverte. C'est tout? Nous avons été mariés pendant 32 ans. Si vous voulez bien me laisser terminer, a dit Harold calmement. Il y a des conditions. Le fonds en fiducie est conditionné au fait que Patricia ne conteste pas ce testament et n'interfère pas avec la distribution des autres actifs. Toute tentative en ce sens entraînera la dissolution du fonds et les sommes seront redistribuées aux autres bénéficiaires. De plus, la maison sur Bureau de l'Âne s'accompagne de l'exigence que toutes les hypothèques et les taxes foncières existantes soient prises en charge par Patricia elle-même. J'ai regardé le visage de ma mère, passé par le choc, la colère et le calcul. Elle faisait les calculs dans sa tête, essayant de comprendre ses options. La maison valait 400 000 €, mais il restait une hypothèque de près de 200 000 €. En combinant cela avec les versements mensuels de la fiducie, elle aurait assez pour vivre, mais pas de façon somptueuse, ce qui représentait une énorme dégradation par rapport au style de vie auquel elle s'était habituée. À ma fille, Madison Montgomery, a poursuivi Harold, je laisse ma collection de meubles anciens, ma Mustang de 1967, et une somme forfaitaire de 100 000 €, conservée en fiducie, et distribuée en versement mensuel d'environ 833 €, sur 10 ans, avec les mêmes conditions. Concernant la contestation de ce testament. Le visage de Madison est devenu tout rouge. Ce n'est pas juste. Maman avait dit que je serais à l'abri du besoin. Ces dons sont faits avec amour, a lu Harold clairement, citant directement le testament maintenant, mais aussi avec la compréhension que Madison a choisi sa voie et ses loyautés. J'espère qu'elle trouvera le bonheur avec ce que j'ai prévu. Et l'entreprise a exigé Patricia. Douglas a construit Montgomery Consulting, à partir de rien. Ça vaut plus de 5 millions €. Qui obtient ça? L'expression d'Harold a changé, et pour la première fois, j'ai vu l'esquisse d'un sourire. Il m'a regardé directement. À ma fille aînée, Alice Montgomery, je laisse l'intégralité de Montgomery Consulting, y compris tous les actifs, les comptes, et les contrats clients. De plus, Alice recevra mon portefeuille d'investissement, actuellement évalué à environ 3,2 millions €, ma collection de montres vintage, tous les effets personnels restants, non désignés autrement, et la maison du lac, à Cedar Ridge. La pièce a explosé. Patricia a bondi sur ses pieds, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est absurde. Alice ne fait plus partie de cette famille, depuis des années. Elle a abandonné Douglas, quand il avait le plus besoin d'elle. C'est un mensonge, ai-je dit doucement, trouvant ma voix, pour la première fois depuis que nous nous étions assises. Tu sais que c'est un mensonge. Tu as déménagé à l'autre bout du pays, a crié Madison. Tu n'as jamais appelé, tu n'es jamais venu rendre visite. J'ai déménagé à Portland pour mes études, ai-je dit, ma voix tremblant, mais devenant plus forte. J'appelais papa tous les dimanches. Chaque dimanche, pendant 10 ans. C'est lui qui a arrêté de répondre, il y a environ 4 ans, après que tu as abandonné tes études, pour revenir vivre à la maison, Madison. Harold s'est raclé la gorge. Ce serait peut-être le bon moment, pour visionner la déclaration vidéo de Douglas. Elle aborde ses accusations exactes. Il a sorti un ordinateur portable, et l'a tourné vers nous. Après quelques clics,
le visage de papa a rempli l'écran. Il avait l'air fatigué mais alerte, assis dans ce même bureau, avec la même horloge visible sur le mur derrière lui. L'horodatage montrait que la vidéo avait été enregistrée, il y a 6 mois et 3 jours. « Bonjour », a dit papa, sa voix douloureusement familière. « Si vous regardez ceci, c'est que je suis parti, et que vous êtes probablement en train de vous battre. Patricia, Madison, j'imagine que vous êtes en colère. Alice, ma chérie. J'espère que tu tiens le coup. » Les larmes m'ont brûlé les yeux. Je ne l'avais pas entendu m'appeler ma chérie, depuis 3 ans. Je dois expliquer mes décisions, a continué papa, parce que je ne serai pas là pour les défendre. Il ne s'agit pas de punition, ou de favoritisme. Il s'agit de reconnaître la vérité, de la dernière décennie de ma vie. Il a bougé sur sa chaise, rassemblant ses pensées. Patricia, nous avons cessé d'être des partenaires, il y a bien longtemps. Je suis au courant pour les liaisons, pour les deux. Je connais les cartes de crédit, que tu as ouvertes à mon nom, et l'argent que tu as détourné, vers la boutique en faillite de ta sœur. Je suis resté, parce que je croyais au maintien de notre famille, mais je ne vais pas récompenser la tromperie, depuis l'au-delà. Patricia était redevenue pâle, mais cette fois-ci de rage, plutôt que de choc, ses mains serrées en poing sur la table. Madison, a dit papa, sa voix s'adoucissant légèrement. Tu es ma fille, et je t'aime. Mais tu as fait ton choix, quand tu as abandonné la fac il y a 4 ans, pour revenir à la maison et aider ta mère, non pas pour m'aider comme tu le prétendais, mais pour aider Patricia à maintenir le style de vie qu'elle voulait. Tu as cessé de répondre aux appels d'Alice. Tu l'as désinvitée de ton mariage, il y a 2 ans. Tu as choisi un camp, et cela a des conséquences. Madison pleurait maintenant, son mascara coulant sur ses joues. J'ai ressenti une satisfaction tordue, en voyant ses larmes, puis je me suis immédiatement senti coupable. Alice, a dit papa, et son expression s'est transformée, en quelque chose de tendre et de fier. Ma fille brillante, tu es probablement confuse en ce moment, te demandant pourquoi j'ai arrêté de prendre tes appels, il y a 4 ans. Pourquoi j'ai semblé m'éloigner. La vérité, c'est que ta mère et ta sœur, ont fait de ma vie un enfer. À chaque fois que je te parlais, elles surveillaient mon téléphone, interceptaient tes lettres, et supprimaient tes emails. J'aurais dû me battre davantage. J'aurais dû être plus courageux. Mais j'étais fatigué. Et finalement, je suis tombé malade, et j'ai pris le chemin de la moindre résistance. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Tous ces appels non retournés, les emails restés sans réponse, ce n'était pas lui qui les avait choisis, au détriment de moi. C'était elle, qui m'avait systématiquement écarté. Je veux que tu saches, que j'ai lu chaque email, chaque lettre, que j'ai réussi à intercepter avant elle, a continué papa. J'ai suivi ta carrière à distance. Je sais que tu es devenu associé junior dans ton cabinet, l'année dernière, à 32 ans. Je sais que tu fais du bénévolat au refuge pour femmes, le week-end. Je sais que tu as adopté ce ridicule chat à 3 pattes, que tu as appelé Professeur Moustache. Ta mère a jeté les photos que tu as envoyées, mais j'en ai gardé des copies, cachées dans le coffre-fort de mon bureau. Il a souri, d'un sourire chaleureux et sincère. Tu es devenue tout ce que j'espérais, Alice. Tu es forte. Tu es gentille. Tu es honnête. Tu as construit une vie, basée sur ton propre mérite, et non sur l'argent ou l'influence de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, tu obtiens l'entreprise et les investissements, non pas parce que je t'aime plus que Madison, mais parce que j'ai confiance en toi, pour utiliser ces ressources sagement, pour construire quelque chose de significatif, pour aider les gens, comme tu as toujours voulu le faire. L'expression de papa est redevenue sérieuse. Patricia te dira que j'étais incompétent. Elle te montrera des notes de médecin, et essaiera de me dépeindre comme confus, ou manipulé. Ne la crois pas. Chaque décision que j'ai prise, je l'ai prise avec une clarté totale, et avec l'aide d'Harold, en qui j'ai une confiance aveugle. C'est ce que je veux. C'est mon choix. Il s'est penché plus près de la caméra. Alice, ma petite fille, je suis tellement désolé de ne pas avoir été plus fort. Je suis désolé de les avoir laissés te repousser. Mais je ne suis pas désolé, pour ce testament. Tu as mérité tout ce que je te donne. Ne laisse pas la culpabilité te rendre généreuse. Ta mère et ta sœur ont fait leur lit. Laisse-les s'y coucher. La vidéo s'est terminée.
La salle de conférence était silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de Madison. Harold a fermé l'ordinateur portable, et a sorti un autre ensemble de documents. Il y a plus. Douglas a également laissé des instructions détaillées, concernant la transition de l'entreprise. Alice, vous constaterez que Montgomery Consulting est en excellente forme. Votre père a passé la dernière année, à tout préparer pour votre prise de contrôle. Il a réorganisé les contrats clients, mis à jour tous les systèmes, et a même embauché un consultant, pour créer un plan de transition. Tout ce dont vous avez besoin, est prêt. Ce n'est pas fini, a sifflé Patricia. Je vais me battre contre ça. Je vais porter ça devant les tribunaux. Vous pouvez certainement essayer, a dit Harold avec douceur. Mais je dois vous avertir, que le testament de Douglas inclut une clause de non-contestation. Si vous le contestez et que vous perdez, ce qui arrivera, compte tenu de la documentation approfondie, vous perdrez même la maison, et le fonds en fiducie. Vous n'aurez rien. Tu vas vraiment la laisser faire ça? Patricia s'est tournée vers moi, la voix perçante. Tu vas tout prendre, à ta propre mère et à ta sœur. Je me suis levé, mes jambes étant plus stables que je ne l'aurais cru. Je ne prends rien. Papa a choisi de me le donner. Il y a une différence. Nous sommes ta famille. Vous m'avez coupé de vos vies, il y a 4 ans, ai-je dit. Tu m'as désinvité du mariage de Madison, il y a 2 ans, parce que tu ne me voulais pas sur les photos. Tu as passé Thanksgiving, à publier des photos sur les réseaux sociaux, de votre petite famille parfaite de 2 personnes, en t'assurant que je verrais, que je n'étais pas incluse. Vous m'avez effacé. Et maintenant, vous êtes en colère, parce que papa ne m'a pas effacé de son testament, lui aussi. Nous devions te montrer, que les actes ont des conséquences, a dit Patricia. Tu nous as abandonnés. Je suis allé à l'université. J'ai construit une carrière. Ce n'est pas un abandon. C'est grandir. Harold est intervenu, avant que la dispute ne dégénère davantage. Je pense que nous avons terminé ici. Alice, j'aurais besoin que vous restiez, pour signer quelques documents. Madame Montgomery, Madison, vous êtes libre de partir. Les documents de transfert de la maison, vous seront envoyés d'ici la fin de la semaine. Patricia a attrapé son sac, et est sortie en trombe, sans dire un mot de plus. Madison s'est attardée un instant, ses yeux rencontrant les miens. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'excuser, ou tendre la main. Au lieu de cela, elle a dit « J'espère que tu es heureuse ». Et elle a suivi notre mère par la porte. Après leur départ, je me suis laissé retomber sur ma chaise, soudainement épuisé. Harold m'a versé un verre d'eau, depuis un pichet posé sur une table d'appoint. C'était plus difficile que ce que je pensais, ai-je admis. Douglas savait que ça le serait, a dit Harold doucement. Il vous a laissé autre chose. Ce n'est pas dans le testament, parce que c'est plus personnel. Il m'a tendu une enveloppe scellée, avec mon nom écrit, de la calligraphie familière de papa. Ma main tremblait, en l'ouvrant. Chère Alice, si Harold t'a donné cette lettre, c'est que tu viens de vivre, ce qui fut probablement la pire heure de ta vie. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'épargner ça, mais certaines choses doivent se passer en personne. Je veux que tu saches, que couper les ponts avec ta mère et ta sœur, a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais c'était la bonne. Elles empoisonnaient ma vie, et par extension, elles empoisonnaient ma relation avec toi. Je t'ai choisi. J'ai choisi de protéger ce que nous avions, même si cela signifiait le protéger à distance. L'entreprise est à toi maintenant. Je l'ai construite pour toi, même si je ne te l'ai pas dit. Chaque client que j'ai accepté, chaque contrat que j'ai négocié, je pensais au jour où tu prendrais la relève. Tu as les compétences, l'intelligence, et l'intégrité nécessaires, pour en faire quelque chose d'encore plus grand que moi. Je sais que ta mère rendra les choses difficiles. Elle le fait toujours. Mais tu es plus forte que tu ne le penses, Alice. Tu l'as toujours été. Tu tiens ça de moi, pas d'elle. Encore une chose. Dans mon bureau à l'entreprise, il y a un classeur derrière la bibliothèque. La clé est dans l'enveloppe, avec cette lettre. À l'intérieur, tu trouveras des lettres. Toutes les lettres que tu m'as envoyées au fil des années, que ta mère a interceptées, et que j'ai réussi à récupérer. Il y a aussi des lettres que je t'ai écrites, mais que je n'ai jamais envoyées, parce que je savais que Patricia les trouverait. Lis-les,
quand tu seras prête. Elles te montreront que, même quand je ne pouvais pas te tendre la main, j'étais toujours avec toi. Je t'aime, ma chérie. Je suis fier de toi. Construis quelque chose de magnifique, avec ce que je t'ai donné. Avec tout mon amour, papa. Je pleurais ouvertement maintenant, sans prendre la peine de m'en cacher. Harold s'est occupé de ses dossiers avec tact, pour me donner l'espace nécessaire pour assimiler la nouvelle. C'était un homme bon, a dit Harold après quelques minutes. Il a lutté sur la façon de gérer la situation avec votre mère, mais il n'a jamais cessé de vous aimer. J'aurais aimé qu'il me le dise, ai-je murmuré. J'aurais aimé qu'il me laisse l'aider. Il vous protégeait, a répondu Harold. Votre mère peut être redoutable. Il ne voulait pas que vous soyez prise entre deux feux, plus que vous ne l'étiez déjà. Les semaines qui ont suivi, ont été un tourbillon. J'ai pris un congé de mon travail à Portland, et j'ai pris un vol de retour pour le Connecticut, afin de gérer la transition de l'entreprise. Papa avait été minutieux dans ses préparatifs. Le personnel de Montgomery Consulting connaissait mon nom, même si je n'y avais jamais travaillé. Papa avait apparemment parlé de moi constamment, vantant mes accomplissements de la manière dont Patricia ne l'avait jamais fait. Jennifer, l'assistante de longue date de papa, m'a serré dans ses bras, le premier jour où je suis entré dans le bureau. Votre père était tellement enthousiaste à ce sujet, a-t-elle dit. Il n'arrêtait pas de dire, attendez qu'Alice prenne la relève. Elle va tous vous épater. Marcher à travers les bureaux semblait irréel. Tout était familier, grâce aux quelques fois où j'y étais allé pendant mon adolescence, et pourtant, c'était complètement étranger. Maintenant que j'étais censé être aux commandes, le bureau de papa, mon bureau à présent, sentait encore légèrement son eau de Cologne. Une odeur boisée, qui me nouait la gorge, à chaque fois que je franchissais la porte. La transition n'a pas été sans heurts. Marcus Sullivan, l'associé principal qui avait travaillé avec papa pendant 15 ans, avait clairement des réserves, concernant mon apparition soudaine. Lors de notre première réunion de stratégie, il m'a interrompu 3 fois, pour m'expliquer comment Douglas gérait toujours les choses, son ton suggérant que je ne pourrais jamais comprendre les complexités de l'entreprise. J'apprécie votre point de vue, Marcus, ai-je dit après la 3e interruption, en gardant une voix posée. Mais je ne suis pas Douglas. Je ne suis pas ici pour être une copie conforme de mon père. Je suis ici pour faire avancer l'entreprise, tout en respectant ce qu'il a construit. La mâchoire de Marcus s'est crispée, mais il a hoché la tête sèchement. Les autres associés, autour de la table de conférence, observaient notre échange attentivement, essayant clairement d'évaluer la nouvelle dynamique du pouvoir. Ce soir-là, Jennifer a frappé à la porte de mon bureau, tenant un épais dossier Kraft. Votre père m'a demandé de vous donner ceci, après votre première semaine ici. Il a dit que vous en auriez besoin, une fois que vous commenceriez à avoir affaire à Marcus. À l'intérieur, se trouvaient des notes détaillées sur chaque associé, leurs forces, leurs faiblesses, leurs ambitions, et leurs points sensibles. Au sujet de Marcus, papa avait écrit « Marcus est brillant, mais territorial. Il s'attendait à me racheter un jour, et à devenir propriétaire majoritaire. Propose-lui un rôle de conseiller principal, avec une participation aux bénéfices, mais sois clair sur le fait que les décisions finales t'appartiennent. Il va s'emporter, mais il acceptera, parce qu'il a besoin de la stabilité. » J'ai convoqué une réunion avec Marcus, le lendemain matin. Je veux être direct avec vous, ai-je dit. Je sais que vous vous attendiez à ce que les choses se passent différemment. Je sais que papa a probablement discuté avec vous de plans de succession, qui n'incluaient pas sa fille, parachutée depuis Portland. L'expression de Marcus est restée soigneusement neutre, mais j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux. Voici ce que je propose, ai-je continué. Vous devenez associé principal conseiller, avec une augmentation de 15% de la participation aux bénéfices. Vous conservez l'autonomie sur vos relations avec les clients, et vous faites entrer de nouveaux associés, comme bon vous semble. Mais la direction stratégique vient de moi. Les valeurs et la mission de l'entreprise, c'est à moi de les définir. Et si je ne suis pas d'accord, a demandé Marcus. Alors nous nous séparerons professionnellement, et j'honorerai votre contrat existant, à la lettre. Mais je pense que ce serait une perte pour nous deux. Papa vous a fait confiance pendant 15 ans. Cela signifie quelque chose, pour moi. Marcus m'a étudié pendant un long moment, puis de manière inattendue, il a souri. Douglas a dit que vous étiez direct.
Il n'a pas mentionné que vous étiez aussi stratégique. Vous avez un accord. Cette percée avec Marcus a ouvert des portes, avec le reste de l'équipe. En l'espace de 2 semaines, j'avais rencontré individuellement chacun des 12 consultants principaux, écoutant leurs préoccupations, et apprenant la toile complexe des relations clients, qui faisaient tourner l'entreprise. Mais tout le monde n'était pas coopératif. Lors de ma 3e semaine, j'ai découvert que quelqu'un divulguait des informations à Patricia, des détails sur des réunions avec les clients, des prévisions financières, et même des conversations privées, que j'avais eues avec des associés. La fuite devait être interne, et cela causait des dommages. 2 clients avaient reçu des appels de Patricia, affirmant que j'étais inexpérimenté, et que je prévoyais de démanteler l'héritage de papa. J'ai fait venir Ryan Torres, notre directeur des opérations, et je lui ai exposé la situation. J'ai besoin de trouver qui fournit des informations à ma mère, sans créer une chasse aux sorcières, qui détruirait le moral de l'équipe. Ryan, un homme méticuleux d'une 40aine d'années, qui était dans l'entreprise depuis 8 ans, a ajusté ses lunettes pensivement. Votre père a fait face à une situation similaire, il y a 4 ans. Quelqu'un transmettait des informations à un concurrent. Il n'a pas cherché la fuite. Il a donné de fausses informations différentes, à différentes personnes, et il a attendu de voir ce qui ferait surface. C'est brillant, ai-je dit. Faisons exactement cela. Nous avons créé 3 scénarios inventés de toutes pièces. Une fausse discussion de fusion, un faux projet d'ouverture d'un bureau à Boston, et la perte inventée d'un client majeur. Chacun a été partagé de manière confidentielle, avec un sous-groupe différent du personnel. Puis, nous avons attendu. 3 jours plus tard, Patricia m'a laissé un message vocal. J'ai entendu dire que tu perdais le comte Henderson, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Tu es peut-être dépassée par les événements, ma chérie. Il n'est pas trop tard, pour faire appel à quelqu'un de plus expérimenté. J'ai des contacts, qui pourraient t'aider à gérer les choses. Henderson était la fausse perte de clients, que nous n'avions partagée qu'avec notre directeur financier, Thomas Bradley, et 2 membres du personnel comptable. Thomas était avec papa depuis 12 ans. Je ne pouvais pas l'imaginer comme étant la taupe, ce qui laissait l'équipe comptable. J'ai convoqué une réunion privée avec Thomas. J'ai besoin de vous parler de quelque chose de délicat. Son visage a pâli. Si c'est à propos de la fuite, je crois que je sais de qui il s'agit. Je ne voulais pas y croire, mais après votre test. Il a soupiré lourdement. Angela Frost, une de nos jeunes comptables. Elle a commencé à agir bizarrement, il y a quelques mois, prenant des appels en privé, et cachant l'écran de son ordinateur. Je pensais peut-être qu'elle cherchait du travail. Angela avait 26 ans, elle était brillante, et avait été embauchée par papa 18 mois plus tôt. Quand je l'ai appelée dans mon bureau, elle est entrée sur la défensive, les bras croisés. Je vais être direct, ai-je dit. Vous transmettez des informations à Patricia Montgomery. J'ai besoin de savoir pourquoi. La couleur a quitté son visage, confirmant ce que je savais déjà. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Angela, je ne suis pas intéressé par une humiliation publique, ou par des poursuites judiciaires, à moins que vous ne m'y obligiez. Mais j'ai besoin de la vérité. Pourquoi? Elle s'est effondrée sur la chaise en face de moi, les larmes lui montant aux yeux. Elle m'a approché dans un café, il y a 2 mois. Elle savait qui j'étais, elle savait que je travaillais ici. Elle a dit que vous alliez détruire tout ce que votre père avait construit. Qu'elle avait besoin d'informations pour protéger l'entreprise. Elle m'a offert 20 000 €. Et vous avez accepté. Ma mère a besoin d'une opération, a dit Angela, la voix brisée. Elle n'a pas d'assurance, et j'ai essayé d'économiser de l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Madame Montgomery a dit qu'elle essayait de sauver l'entreprise, et que je protégerais le travail de tout le monde. Je savais que c'était mal, mais j'étais désespéré. Je me suis adossé à ma chaise, digérant tout cela. La manipulation de Patricia était encore plus calculée, que je ne l'avais réalisée. Elle ne s'était pas seulement attaquée à la famille. Elle avait délibérément trouvé quelqu'un de vulnérable, et l'avait exploité. Voici ce qui va se passer, ai-je dit finalement. Vous allez écrire tout ce que vous avez dit à Patricia, chaque conversation que vous avez eue, et vous allez signer. Ensuite, vous allez démissionner immédiatement. Je vous donnerai 3 mois d'indemnité de départ, et une référence neutre.
Mais si vous parlez à nouveau à Patricia, si vous divulguez quoi que ce soit sur cette entreprise, ou sur moi, j'entamerai des poursuites judiciaires. Est-ce que vous comprenez? Angela a hoché la tête, misérablement. Je suis désolé. Je le suis vraiment. Je vous crois. Mais être désolé ne répare pas la confiance brisée. Après son départ, j'ai appelé Harold Chen. Je dois envoyer à Patricia une lettre de mise en demeure. Elle a activement interféré avec mon entreprise, en soudoyant une employée pour obtenir des informations internes. Harold avait l'air ravi. Je la rédigerai d'ici la fin de la journée. Cela nous aide en fait, si elle continue à causer des problèmes. Nous avons la preuve d'un schéma d'interférence, qui pourrait annuler son fonds en fiducie, selon les conditions du testament. La lettre de mise en demeure est arrivée à la maison de Patricia, par coursier le lendemain matin. Elle m'a appelé dans l'heure, hurlant si fort, que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Tu ne peux pas me menacer. Je suis ta mère. Tu as soudoyé mon employé, ai-je dit froidement. Tu as tenté de saboter mon entreprise. Continue, et tu perdras la maison et le fonds en fiducie. Harold a été très clair, sur la clause de non-interférence. C'est une question d'argent pour toi, n'est-ce pas? Tu as toujours été cupide. Non, Patricia. Il s'agit du fait que tu ne peux plus me contrôler. Tu as passé des années à m'isoler de papa, et même depuis la tombe, il a trouvé un moyen de me protéger de toi. Accepte-le, et passe à autre chose. J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais exalté. Pour la première fois depuis des années, je lui avais tenu tête, sans craindre les conséquences. La situation d'Angela m'a appris quelque chose d'important. Patricia continuerait d'essayer de me saper, tant qu'elle penserait avoir un moyen de pression. Je devais isoler complètement l'entreprise. Au cours du mois suivant, j'ai mis en place de nouveaux protocoles de confidentialité, j'ai mis à jour tous nos systèmes de sécurité, et j'ai embauché une petite équipe juridique, spécifiquement pour gérer les menaces externes. Mais l'interférence ne s'est pas arrêtée à Patricia. Madison s'est présentée au bureau, un après-midi, à l'improviste, exigeant de me voir. Jennifer a essayé de la renvoyer, mais j'ai entendu le remue-ménage depuis mon bureau, et je suis sorti. C'est bon, Jennifer, ai-je dit. Madison, entre. Elle a marché d'un pas raide dans mon bureau, et j'ai fermé la porte derrière elle. Elle a regardé mon espace, qui était celui de papa, avec une envie à peine dissimulée. Belle installation. Ça doit être satisfaisant, d'avoir tout ce que tu as toujours voulu. Que veux-tu, Madison? J'ai besoin d'argent, a-t-elle dit crûment. Le fonds en fiducie ne suffit pas. Je ne peux pas vivre avec ça. Ce n'est pas mon problème. Nous sommes sœurs. Papa aurait voulu que tu m'aides. Papa t'a laissé exactement ce qu'il pensait être approprié, ai-je répondu. Si tu as besoin de plus d'argent, trouve un travail. Le visage de Madison s'est tordu de colère. J'avais un travail. J'étais censé reprendre la boutique avec tante Claire, mais elle a fait faillite. C'était censé être ma carrière. Alors trouve-t'en une autre. Tu as un diplôme en marchandisage de mode. Tu as des options. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Soudainement, la colère s'est brisée, révélant quelque chose de plus désespéré en dessous. Maman n'arrête pas de me dire de te demander de l'argent. Elle dit que si j'insiste assez, tu céderas, parce que tu te sens coupable. Elle compte là-dessus pour payer ses factures, parce que le fonds en fiducie couvre à peine l'hypothèque de la maison, et elle se noie. J'ai dévisagé ma sœur, la voyant clairement, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle n'était pas là parce qu'elle le voulait. Elle était là, parce que Patricia l'avait envoyée. Madison, est-ce que tu as même envie de faire ça? Elle s'est effondrée sur une chaise, se dégonflant. Je ne sais plus ce que je veux. Tout ce que maman m'a promis, la vie facile, l'entreprise familiale avec tante Claire, le fait d'être prise en charge. Plus rien de tout ça n'existe aujourd'hui. La boutique a fait faillite l'année dernière, et je ne sais pas comment faire autre chose. Alors trouve une solution, ai-je dit. Mais mon ton était plus doux maintenant. Tu as 26 ans. Tu es intelligente quand tu le veux. Arrête de laisser Patricia t'utiliser comme une marionnette. Elle sera furieuse si je reviens les mains vides. Laisse-la être furieuse.
Que va-t-elle faire? Te désinviter d'un autre mariage? Madison a grimacé à cette remarque. C'était cruel. Je sais que c'était cruel. Oui, ça l'était. Mais tu ne peux pas l'effacer. Tu peux seulement décider de ce que tu vas faire ensuite. Elle est partie sans un mot de plus, mais quelque chose dans son expression avait changé. Je ne savais pas si ça allait durer, si elle trouverait vraiment le courage de se libérer de l'influence de Patricia, mais au moins, j'avais planté la graine. J'ai trouvé le classeur, dont papa avait parlé. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres, certaines de mon écriture, d'autres de la sienne. J'ai passé un week-end entier à les lire, riant et pleurant dans une égale mesure. Il avait tout gardé, des cartes d'anniversaire, des cartes postales de mon voyage d'études en Espagne, un dessin idiot que je lui avais fait, quand j'avais 7 ans. Ces lettres pour moi, étaient pleines de fierté, d'amour, et de regret, quant à la distance qui nous séparait. Une enveloppe contenait des photographies, des dizaines, que je n'avais jamais vues auparavant. Des photos de moi lors de la remise de mon diplôme universitaire, à laquelle je ne savais même pas qu'il avait assisté. Il était resté au fond, Patricia n'étant nulle part en vue, juste pour me regarder recevoir mon diplôme. Il y avait des photos de moi, dans un café près de mon appartement à Portland, clairement prises de l'autre côté de la rue. Au début, cela m'a surprise, semblant presque envahissant. Mais ensuite, j'ai trouvé la lettre qui les accompagnait. Alice, je sais de quoi ces photos peuvent avoir l'air. Je ne te traque pas. Je te le promets. J'avais juste besoin de te voir, pour savoir que tu allais bien. En avril dernier, j'ai dit à ta mère, que j'avais une conférence d'affaires à Portland. Au lieu de cela, j'ai passé 3 jours dans ta ville, à simplement exister dans le même espace que toi. Je me suis assis dans ce café en face de ton appartement, pendant 2 heures, buvant un café terrible, et te regardant rire avec tes amis. Tu avais l'air si heureuse, si libre. J'ai failli traverser la rue une 12aine de fois, mais je savais que me voir, ne ferait que compliquer ta vie. Patricia l'aurait découvert d'une manière ou d'une autre. Elle le découvre toujours. Alors, je suis resté de l'autre côté de la rue, et j'ai simplement observé, la femme merveilleuse que ma fille était devenue. J'espère qu'un jour je pourrai te raconter cette histoire en personne, et que nous pourrons rire de la lâcheté, de ton vieux père. Mes mains tremblaient en lisant cela. Il avait été juste là, assez près pour que je le touche, et je ne l'avais jamais su. À quel point les choses auraient-elles été différentes, s'il avait traversé cette rue? Aurions-nous eu 3 années de plus ensemble? Ou Patricia aurait-elle fait de nos 2 vies, un enfer? J'ai continué à lire les dossiers, découvrant couche après couche, la vie secrète de papa. Il tenait un journal spécialement sur moi, documentant chaque accomplissement qu'il découvrait, par le biais de recherches minutieuses sur Internet, et de quelques lettres interceptées. Il était au courant de ma promotion au poste d'associé junior, avant même que je n'ai eu l'occasion de le lui dire, parce que Madison l'avait mentionné en passant à Patricia, sans se rendre compte que papa écoutait, depuis la pièce voisine. 15 mai, il y a 4 ans. Découvert grâce à l'appel téléphonique de Madison, qu'Alice est devenue associée junior chez Westfield et Associés. Elle n'a que 32 ans. C'est extraordinaire. J'ai voulu l'appeler immédiatement, pour lui dire à quel point je suis fier. Au lieu de cela, je me suis assis dans mon bureau, et j'ai bu un verre de scotch en son honneur. Pathétique, n'est-ce pas? Célébrer les réussites de ma fille en secret, comme si j'étais une sorte d'espion, dans ma propre maison. Il y avait des entrées plus sombres, aussi. L'une d'elles, datant d'il y a 2 ans, détaillait une dispute particulièrement violente avec Patricia. Patricia a trouvé le téléphone secret, que j'utilisais pour envoyer des SMS à Alice. J'avais été si prudent, mais j'ai dû faire une erreur quelque part. Elle l'a fracassé contre le sol de la cuisine, et m'a hurlé dessus pendant des heures, parlant de trahison, et de choix de camp. Elle a menacé de vider nos comptes conjoints, de dire à nos clients que je devenais incompétent, et de s'assurer que le cabinet d'Alice perde des affaires, grâce à ses relations mondaines. Je sais que ce ne sont pas des menaces en l'air. Patricia a toujours été vindicative, quand on la contrarie, alors j'ai reculé, comme je le fais toujours. Je lui ai dit que le téléphone était vieux, et que je ne l'avais pas utilisé depuis des mois. Elle ne m'a pas cru, mais elle a laissé tomber. Le prix à payer? J'ai dû promettre de ne plus contacter Alice du tout, pas même pour son anniversaire. J'ai accepté parce que je suis un lâche, mais aussi, parce que j'ai ressenti des symptômes qui m'inquiètent.
des douleurs, une perte de poids. J'ai un rendez-vous chez le médecin, le mois prochain. Si c'est quelque chose de grave, je dois commencer à planifier dès maintenant. Si je peux mettre mes affaires en ordre, Alice sera protégée, indépendamment de ce que fait Patricia. Cela vaut la peine, d'être un lâche pour ça. Les larmes coulaient sur mon visage. Pendant tout ce temps, j'avais pensé qu'il les avait simplement choisis, elle, plutôt que moi. La réalité était tellement plus compliquée, et tellement plus douloureuse. Il avait mené une guerre silencieuse, sacrifiant notre relation présente, pour assurer mon avenir. Un autre dossier contenait des échanges de mails entre papa et Harold Chen, discutant du testament, et des réactions probables de Patricia. Ils avaient simulé des dizaines de scénarios, se préparant à chaque contestation possible. Papa avait même consulté un psychiatre, au sujet du comportement de Patricia, essayant de comprendre comment me protéger d'elle, à long terme. Harold, j'ai besoin de votre évaluation honnête. Si je laisse tout à Alice, Patricia va-t-elle la détruire? Je ne parle pas de contestation juridique. Je sais que nous pouvons les gérer. Je parle des attaques personnelles, de la destruction sociale, du genre de guerre psychologique où Patricia excelle. Alice est-elle assez forte, pour résister à ça? Ou suis-je en train de la condamner, à des années de misère? La réponse d'Harold était réfléchie, et mesurée. Douglas, j'ai rencontré Alice à plusieurs reprises, au fil des ans. Ce n'est pas la jeune femme fragile, que Patricia aime dépeindre. Elle a construit une vie complètement indépendante, de la richesse et de l'influence de votre famille. Elle a sa propre carrière, ses propres amis, sa propre identité. Ce genre de personne, ne s'effondre pas facilement. Patricia essaiera-t-elle de la blesser? Absolument. Réussira-t-elle? Seulement si Alice la laisse faire. Et je ne pense pas qu'elle le fera. Plus important encore, si vous ne laissez pas l'entreprise à Alice, vous validez essentiellement la version de la réalité de Patricia. Que Alice est l'étrangère, celle qui ne mérite pas sa place dans la famille. C'est une blessure, qui pourrait ne jamais guérir. La réponse de papa est arrivée, 2 jours plus tard. Vous avez raison. J'ai laissé les menaces de Patricia, contrôler mes décisions pendant trop longtemps. Alice mérite tout ce que je peux lui donner. Et surtout, elle mérite de savoir, que je n'ai jamais cessé de la choisir. Même quand je ne pouvais pas le montrer, même quand j'ai dû faire semblant du contraire, elle a toujours été ma priorité. Je vais de l'avant avec le testament, comme nous en avons discuté. Laissez Patricia faire de son pire. Alice peut le gérer. En lisant ces échanges, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la fierté, que papa ait eu une telle confiance en moi. De la colère, qu'il se soit senti forcé dans cette position. Du chagrin, pour les années que nous avions perdues. Et par-dessous tout cela, une détermination féroce, à lui prouver qu'il avait eu raison, à montrer que sa foi n'avait pas été mal placée. Le journal révélait également, la dernière année de papa, dans des détails déchirants. Il avait reçu son diagnostic de cancer, 14 mois avant son décès. Un cancer du pancréas de stade 4, détecté tardivement, mais pas de façon irrémédiable. Il avait subi quelques traitements, assez pour gagner du temps, pas assez pour le guérir. Les traitements le rendaient malade, le rendaient faible, mais il avait réussi à en cacher le pire à Patricia, en prétendant qu'il faisait face à des problèmes liés au stress, et qu'il voyait un thérapeute. Le médecin m'a donné 8 à 12 mois avec le traitement, peut-être 400. Je fais le minimum de traitements nécessaires, pour rester fonctionnel, et gagner du temps. Patricia pense que je vais à des rendez-vous de thérapie, alors qu'en réalité je passe des examens, et que je rencontre Harold pour tout finaliser. Elle a remarqué la perte de poids, la fatigue, mais je l'ai convaincue que c'est une dépression, à cause de l'échec de notre mariage. Ce qui, d'une certaine manière, n'est pas entièrement faux. J'ai demandé à mon oncologue, de ne pas envoyer de dossier à notre domicile. Tout va au bureau d'Harold. Ces derniers mois, sont à moi de les contrôler. Si je dois quitter ce monde, je vais le faire selon mes propres termes. Il avait passé ces mois à tout mettre en ordre, rencontrant des clients pour assurer des transitions fluides, documentant les procédures, écrivant des instructions pour moi, créant la déclaration vidéo que nous avions regardée dans le bureau d'Harold, et planifiant avec des détails minutieux. Comment me protéger après son départ? Je suis fatigué aujourd'hui. La douleur devient plus difficile à gérer, mais je refuse d'augmenter la morphine, pour le moment.
J'ai besoin que mon esprit soit vif, pendant encore quelques semaines. Il y a encore tellement de choses à préparer. Je veux laisser à Alice une entreprise, dont elle pourra être fière, pas un gâchis qu'elle devra nettoyer. Patricia m'a finalement confronté sur ma santé, la semaine dernière. Je ne pouvais plus le cacher. La jaunisse, la perte de poids spectaculaire. Je lui ai dit que c'était le cancer du pancréas, mais qu'il me restait quelques mois. Elle a pleuré, mais je pouvais voir son esprit travailler derrière les larmes, calculant déjà ce qu'elle allait hériter. C'est là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision, avec le testament. L'héritage ne concerne pas ce que vous laissez derrière vous. Il s'agit de s'assurer que ce que vous laissez derrière vous peut prospérer sans vous. La dernière entrée était datée de 2 semaines avant sa mort. C'est probablement ma dernière entrée. Le cancer s'est propagé à mon foie, et les médecins disent qu'il me reste des jours, pas des semaines. Je suis en paix avec ça. J'ai fait tout ce que je pouvais pour Alice. Le testament est inattaquable. L'entreprise est prête pour elle. Tous mes documents cachés sont là, où elle les trouvera. Elle va s'en sortir. Elle ira plus que bien. Elle sera extraordinaire. Mon seul regret est que je ne serai pas là, pour le voir. Mais c'est peut-être mieux ainsi. J'ai toujours été plus doué, pour l'aimer à distance. Au moins de cette façon, je ne pourrai plus la décevoir. Alice, si tu lis ça, tu es la meilleure chose que j'ai jamais créée. Tout le reste que j'ai construit, l'entreprise, la richesse, la réputation, rien de tout cela n'a d'importance comparé à toi. Sois courageuse, sois audacieuse, et sache que ton père t'aimait, plus que tout au monde. J'ai fermé le journal, et je me suis assise dans le bureau vide, entourée par les preuves d'un amour, que je croyais avoir perdu. Papa s'était battu pour moi, pendant tout ce temps, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Chaque année silencieuse, avait été stratégique. Chaque appel sans réponse, un sacrifice qu'il avait fait, pour me protéger. Le poids de cette réalisation, était presque écrasant. Mais sous le chagrin, il y avait autre chose, une résolution brûlante. Il m'avait donné cette chance, cette fondation. La moindre des choses que je pouvais faire, c'était de construire quelque chose, qui soit digne de son sacrifice. Une lettre, datant d'il y a 2 ans, s'est démarquée. Alice, je sais que tu dois penser que je t'ai oublié. Je te promets que ce n'est pas le cas. Chaque jour, je pense à t'appeler, mais j'ai peur de ce qu'il t'en coûtera. Ta mère est devenue vindicative avec l'âge. Elle a menacé de contester mon entreprise, de répandre des mensonges sur toi auprès de nos clients, de te rendre la vie misérable, si je maintiens le contact avec toi. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Alors, je t'aime de loin, préparant un jour où je pourrai te donner tout ce que tu mérites, sans son interférence. Sois patiente avec moi, ma chérie. J'y travaille. L'entreprise elle-même était florissante. La réputation de papa avait été excellente, et ses clients étaient fidèles. En l'espace d'1 mois, je m'étais installé dans le rôle de PDG, travaillant avec l'équipe de direction pour maintenir la continuité, tout en mettant lentement en œuvre ma propre vision. Nous avons commencé à prendre plus de missions pro bono, offrant des services de conseil aux associations à but non lucratif, et aux petites entreprises, qui ne pourraient normalement pas nous payer. C'était exactement ce que j'avais toujours voulu faire. Patricia a essayé de causer des problèmes, comme prévu. Elle a engagé un avocat, et a déposé une plainte officielle, auprès du barreau de l'État, affirmant qu'Harold avait exercé une influence indue sur papa. La plainte a été rejetée en 2 semaines, avec un avertissement sévère de l'association du barreau, concernant les dépôts abusifs. Elle a également répandu des rumeurs, parmi l'ancien cercle social de papa, affirmant que j'avais manipulé un homme mourant. La plupart des gens ont vu clair dans son jeu, surtout quand Harold a publié une déclaration, avec des documents à l'appui, prouvant la compétence et les intentions de papa. Madison m'a contacté, 3 mois après la lecture du testament. Elle m'a envoyé un SMS, me demandant si nous pouvions nous retrouver pour un café. J'ai hésité à l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre, au centre-ville. Madison avait l'air différente, plus mince, plus fatiguée. Le vernis poli qu'elle avait toujours entretenu, était en train de craquer. « Je ne suis pas ici pour m'excuser », a-t-elle dit d'emblée. « Je suis ici pour m'expliquer. »« D'accord », ai-je dit, en remuant mon café. « J'écoute. »
Maman m'a dit que tu avais abandonné papa. Elle m'a montré des emails que tu avais soi-disant envoyés, disant que tu ne voulais rien avoir à faire avec la famille. Elle a dit que tu l'avais traité de tous les noms, et que tu avais dit à papa qu'il était faible de rester avec elle. J'ai senti la colère s'embraser dans ma poitrine. Je n'ai jamais envoyé de telles choses. Je sais, a dit Madison doucement. J'ai trouvé les vrais emails, sur l'ordinateur de maman. Elle avait tout fabriqué. Elle avait créé de faux comptes email, de fausses conversations. Elle m'a montré des enregistrements téléphoniques soigneusement édités, qui te faisaient passer pour quelqu'un de cruel. Je l'ai cru, parce que c'était plus facile, que de la remettre en question. Pourquoi me dis-tu ça, maintenant? Parce que je suis fauché, a dit Madison crûment. Le fonds en fiducie ne couvre pas grand-chose, quand on est habitué au train de vie que maman entretenait. Je n'ai pas les moyens de payer mon appartement. Je ne peux rien me payer, en fait. Et maman insiste, pour que je te poursuive en justice. Que nous portions ça devant les tribunaux, que nous nous battions pour ce qui nous revient de droit. Et tu vas le faire? Madison a secoué la tête. J'ai regardé la vidéo de papa à nouveau. Harold m'en a envoyé une copie, après que je l'ai appelé pour demander des conseils juridiques. Je l'ai regardé 5 fois, et à chaque fois, j'ai vu des choses que j'avais manquées. La façon dont papa te regardait, quand il parlait de toi, la déception quand il parlait de moi. Il avait raison. J'ai choisi un camp, et c'était le mauvais. Que veux-tu de moi, Madison? Rien, a-t-elle dit, me surprenant. Je voulais juste que tu connaisses la vérité. Ce que maman a fait, les mensonges qu'elle a racontés. Rien de tout cela n'était de ta faute. Tu ne méritais pas d'être coupé de la famille. Je suis désolé d'avoir joué le jeu. Je suis désolé d'avoir été trop stupide, ou trop paresseuse, pour la remettre en question. Nous sommes restés en silence, pendant un moment. Enfin, j'ai dit, as-tu besoin d'aide avec l'argent? Je ne veux pas de ta charité, a dit Madison d'un ton raide. Ce n'est pas de la charité. Tu es ma sœur. Malgré tout, tu es toujours ma sœur. Les yeux de Madison se sont remplis de larmes. Pourquoi m'aiderais-tu, après ce que j'ai fait? Parce que papa le voudrait, ai-je répondu. Il t'a laissé quelque chose dans le testament, même s'il était déçu. Cela signifie qu'il espérait toujours que tu finisses par comprendre les choses. Peut-être que ça fait partie de ça. Je ne pouvais pas tout lui rendre, et je n'en avais pas envie. Mais je pouvais l'aider à se remettre sur pied. Nous avons mis en place une petite allocation mensuelle, suffisante pour couvrir le loyer et les produits de première nécessité, pendant qu'elle déterminerait ses prochaines étapes. Ce n'était pas tant de la générosité, que du pragmatisme. Madison, à la dérive et désespérée, serait plus facile à manipuler pour Patricia. Madison, stable et indépendante, pourrait enfin se libérer. Quant à Patricia, elle a fini par cesser de se battre, lorsque son avocat lui a conseillé que continuer la ruinerait plus vite que d'accepter ce qu'on lui avait donné. Elle a déménagé dans une maison plus petite, dans un quartier moins prestigieux, ce qui, apparemment, l'a humiliée au-delà de toute mesure. Selon Madison, elle passait la plupart de son temps à se plaindre à quiconque voulait l'entendre, de sa fille ingrate, qui avait volé son héritage. Je me moquais bien de ce qu'elle disait, désormais. J'avais l'entreprise, la maison du lac, et un classeur rempli de preuves, montrant que mon père m'avait aimé. C'était plus que suffisant. Montgomery Consulting a prospéré sous ma direction. En moins d'1 an, nous nous étions développés sur 3 nouveaux marchés, et avions doublé notre travail pro bono. J'ai embauché 2 nouveaux collaborateurs, et j'ai promu Jennifer au rang d'associé. Nous avons fait l'objet d'un article dans un magazine économique, en tant que l'un des cabinets de conseil les plus innovants de la région. Chaque succès me donnait l'impression d'honorer l'héritage de papa, et de prouver que sa foi en moi n'avait pas été mal placée. Parfois, je conduisais jusqu'à la maison du lac le week-end, et je m'asseyais sur le ponton, là où papa et moi avions l'habitude de pêcher, quand j'étais petite. Je relisais ces lettres, me souvenant du père qui m'avait assez aimé, pour planifier mon avenir, même quand il ne pouvait pas faire partie de mon présent. La lecture du testament avait été brutale, mais elle m'avait donné quelque chose, que je pensais avoir perdu pour toujours. La preuve que j'avais compté, que j'avais été apprécié, que malgré la distance et le silence, je n'avais jamais été oublié.
Patricia avait essayé de m'exclure, pour tout réclamer pour elle-même, et pour Madison. Mais papa avait fait d'autres projets. Patricia avait essayé de m'exclure, pour tout réclamer pour elle-même, et pour Madison, mais papa avait fait d'autres projets. Il avait vu clair à travers les mensonges, la manipulation, et les années de sabotage. Il avait pris des mesures bien avant sa mort, pour s'assurer que je serais protégé, pas seulement financièrement, mais émotionnellement, professionnellement, et personnellement. Il avait su exactement ce qui se passerait dans cette salle de conférence, comment Patricia réagirait, et comment Madison s'emporterait. Il avait su qu'elles essaieraient de m'effacer, une dernière fois. Mais il avait été prêt, et à la fin, il m'avait choisi. Il y avait des jours, surtout dans les premiers mois, où le poids de tout ce qu'il avait planifié, de tout ce qu'il avait caché, semblait écrasant. Je m'asseyais dans mon bureau, la porte fermée, son journal ouvert devant moi, ses mots agissant à la fois comme un réconfort, et un fardeau. La responsabilité de perpétuer son héritage, d'être à la hauteur de la femme qu'il pensait que j'étais, me paraissait parfois impossible. Mais ensuite, je trouvais une autre lettre, une autre photo, un autre petit mot, qu'il m'avait laissé. Chacun d'eux me rappelait que je n'étais pas seul, qu'il m'avait guidé bien avant de mourir, qu'il avait placé des pierres de guet devant moi pendant des années, me préparant pour ce chemin, sans jamais dire un mot. Plus j'en apprenais, plus je réalisais qu'il ne m'avait pas seulement laissé une entreprise. Il m'avait laissé la vérité. La vérité sur lui, sur Patricia, sur Madison, et sur moi-même. Un jour, alors que je rangeais d'anciens dossiers clients, dans la salle de stockage du bureau, j'ai trouvé une petite boîte, étiquetée simplement, pour Alice, quand elle sera prête. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une clé USB, une lettre manuscrite, et une enveloppe scellée, sur laquelle étaient écrits les mots « pas encore ». La lettre expliquait le reste. Alice, si tu lis ceci, tu as déjà découvert plus de choses que je ne m'y attendais. Mais il y a encore une pièce du puzzle que tu ne connais pas. Et je ne suis pas sûr de savoir quand aussi tu voudras un jour la connaître. C'est pourquoi j'ai étiqueté l'enveloppe pas encore. Quand je suis tombé malade, Patricia a empiré. Tu sais certaines choses, mais pas tout. Elle a poussé, manipulé, contrôlé, et parfois, franchi des limites que je ne savais pas comment gérer. L'enveloppe scellée contient des informations qui pourraient la détruire, socialement, financièrement, légalement. Je les ai rassemblées, parce que je savais que j'en aurais peut-être besoin, mais je savais aussi que je ne voulais pas que tu deviennes la personne qui les utiliserait. Tu vaux mieux que ça. Mieux que nous deux. Si jamais tu es vraiment en danger à cause d'elle, si elle menace un jour ta personne, ton entreprise, ou ton avenir, ouvre l'enveloppe. Mais ne l'ouvre pas par colère. Ne laisse pas la haine te guider, comme elle l'a guidé. Que ce soit ton dernier recours, et non ta première arme. Quant à la clé USB, elle contient des choses que je n'ai jamais pu dire à voix haute. Des vidéos, des mémos vocaux, des morceaux de la vie, que je voulais avoir avec toi. Utilise-les comme tu le souhaites. Ou ne les utilise pas du tout. Sache juste que chaque fichier, chaque enregistrement, a été fait en pensant à toi. Tu as toujours été ma lumière, Alice, même quand je ne pouvais pas marcher vers elle. Papa. Je suis resté assise sur le sol de la salle de stockage, pendant ce qui m'a semblé des heures, l'enveloppe non ouverte sur mes genoux. Je ne l'ai jamais ouverte. Je ne l'ai toujours pas fait. Je ne voulais pas de ce pouvoir. Je ne voulais pas porter le fardeau de ce qui se trouvait à l'intérieur. Papa l'avait rassemblé par peur, par désespoir, et par la maladie. Mais je n'avais plus peur. Et je refusais d'être désespéré. Au lieu de cela, j'ai ramené la clé USB chez moi, ce soir-là. J'ai préparé du thé. Je me suis assise sur le canapé, avec le professeur moustache blotti contre moi, et j'ai appuyé sur lecture. Il y avait des vidéos de lui, enregistrant des messages pour moi, lors de fêtes qu'il n'avait pas eu le droit de passer avec moi. Des mémos vocaux, me félicitant pour des accomplissements, dont il avait eu connaissance indirectement. Des clips de lui, assis dans son bureau, parlant de l'avenir qu'il espérait me voir construire. Certaines vidéos m'ont brisé. D'autres m'ont guéri. Toutes ressemblaient à des capsules temporelles, venant d'un père qui avait été forcé au silence, mais qui n'avait jamais cessé d'aimer. C'était comme récupérer des morceaux de lui. Des morceaux que je croyais partis pour toujours.
Des mois ont passé, puis une année. Madison a lentement reconstruit sa vie. Elle a obtenu un vrai travail, son tout premier. Elle a emménagé dans un appartement plus petit. Elle a commencé une thérapie. Nous ne sommes pas soudainement devenus les meilleurs amis du monde, mais nous nous parlions régulièrement. Il y a eu des rendez-vous hésitants autour d'un café, des dîners gênants, et des excuses prudentes. Elle n'est jamais devenue la sœur que j'avais autrefois espéré avoir, mais elle est devenue quelqu'un avec qui je pouvais coexister, quelqu'un qui, finalement, s'était choisi elle-même, plutôt que Patricia. Patricia, d'un autre côté, s'est retirée de plus en plus, perdant le contrôle de la narration, perdant le style de vie qu'elle chérissait, perdant les gens qu'elle manipulait. Elle ne l'a pas bien géré. Selon Madison, elle passait ses journées à osciller entre l'amertume et le déni. Elle ne s'est jamais excusée, n'a jamais tendu la main, n'a jamais changé. Mais son absence dans ma vie est devenue une bénédiction. Je n'avais pas besoin de ses excuses pour avancer. Je n'avais pas besoin de son amour pour valider le mien. Papa m'avait déjà donné tout ce dont j'avais besoin. 2 ans après avoir repris l'entreprise, j'ai assisté à un gala de charité en tant qu'oratrice principale. Montgomery Consulting venait de lancer une initiative majeure, fournissant des services de conseil gratuits aux refuges pour victimes de violences domestiques et aux centres de ressources pour femmes. Nous nous étions étendus dans 5 États. Nous avions augmenté notre empreinte philanthropique de 300%. Après mon discours, une femme s'est approchée de moi, quelqu'un qui avait connu papa professionnellement pendant des décennies. « Vous êtes la fille de Douglas », a-t-elle dit chaleureusement. Il parlait de vous tout le temps, vous savez. Même quand les choses étaient difficiles à la maison. Mon souffle s'est coupé. Il le faisait? Oh, oui. Il était si fier de vous. Il avait l'habitude de dire, elle va me surpasser un jour. Vous verrez. On dirait qu'il avait raison. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison du lac. Je me suis assise sur le ponton, le clair de lune scintillant sur l'eau, et j'ai murmuré dans la nuit, j'espère que tu vois ça, papa. J'espère que tu sais que j'essaie. J'espère que tu sais que je suis reconnaissante. J'espère que tu sais que tu me manques. Le vent a tourné, faisant bruire les arbres. Une brise douce et chaude m'a effleuré. C'était comme une réponse. Papa avait d'autres projets, et j'étais en train de les vivre. Non par obligation, mais par amour. Par vérité, par liberté, et par la croyance qu'il avait en moi, bien avant que je ne l'aie en moi-même.